Bonjour à toutes et tous. Je pense que vous nous entendez, vous nous voyez aussi sans doute. Il est 9h35. Donc voilà, les 3-4 petites minutes pour laisser le temps aux uns et aux autres, aux unes et aux autres d'arriver sont passées. Je pense que globalement, tout le monde est là. On a donc, et pour en informer également Lucie, on est 16 donc connectés. Donc on est à peu près le nombre d'inscrits. Merci à toutes et tous donc d'être présentes aujourd'hui pour ce qui est le dernier Café Capteur en fait de la saison 2025. On se retrouvera évidemment en 2026 pour environ 4 ou 5 autres épisodes classiquement du Café Capteur, donc qui fait un peu le tour de questions diverses et comme on va le voir là sur vraiment justement une diversité de questions autour de la gestion de l'eau, autour des pratiques visant à préserver la qualité de l'eau, puisque c'est donc l'ADN entre guillemets du réseau capteur. Donc, ce dernier café capteur de la saison, on accueille aujourd'hui Lucie Liège du CPIE Yonne et Nièvre. Donc, Lucie qui est responsable du programme Eau, Alimentation, Territoire au Centre permanent d'initiative pour l'environnement, traduction donc du CPIE Yonne et Nièvre. Et avant de lui laisser la parole dans quelques instants, je voudrais vous informer et en profiter donc, et vous le voyez à l'écran normalement, en profiter pour vous annoncer que malheureusement nous sommes dans l'obligation, et je ne sais pas si vous étiez inscrit, nous sommes dans l'obligation donc de reporter la journée Capter qui était donc prévue le 11 décembre 2025, donc dans quelques jours en fait. Il n'y a pas de véritable secret sur l'origine du report, hein. On est en déficit d'inscription tout simplement. Je crois que c'est quelque chose qui est assez partagé en ce moment dans pas mal de structures et sur pas mal d'événements. Il y a un petit embouteillage visiblement et puis c'est la fin de l'année. Donc quoi qu'il en soit, voilà, on a eu une difficulté. On a décidé que vu l'ampleur qu'on souhaitait donner à cette journée et vu la thématique autour de eau et alimentation, d'ailleurs thématique sur laquelle devait aussi intervenir Lucie, eh bien il était raisonnable et il était nécessaire de reporter la journée. Donc ça sera en 2026, pas de date encore à ce stade, hein, sans doute soit autour de mai-juin, soit autour de septembre. Donc ça sert pas à grand chose. Il y a beaucoup de spéculations sur la date pour le moment, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'en profite donc de vous avoir avec moi là, si vous étiez inscrit ou si vous hésitiez à vous inscrire, pour vous dire que cette journée du 11 décembre est reportée donc à 2026. Alors, je vous propose sans plus tarder de retrouver Lucie Liège, donc qui va nous évoquer et nous présenter un rapport de stage. Et ce rapport de stage porte plus précisément, comme vous le voyez là aussi à l'écran, sur donc l'analyse exploratoire et territoriale des leviers financiers et juridiques favorisant l'adoption et le maintien de pratiques durables de gestion de l'eau en agriculture dans le Yonne et la Nièvre. Donc un long intitulé que Lucie va nous détailler dès maintenant. D'ailleurs, je te laisse la parole, Lucie. Donc, on a une grosse demi-heure, même un peu plus, hein, si tu le souhaites, pour tout comprendre de cette analyse exploratoire et éditoriale. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Je partage mon écran. Euh, je vois qu'il y a aussi une diversité de profils dans les personnes qui sont là aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à mettre dans le chat ou même par exemple, à me couper si j'oublie de détailler un acronyme ou voilà, parce que c'est quand même un sujet qui est plein d'acronymes. Faut pas hésiter. Effectivement, je vais restituer les travaux d'un stage qui a été porté par le CPIE sur l'année 2025, un stage de fin d'études d'ingénieur agronome qui a été réalisé par Amira Nabli. Certains d'entre vous présents aujourd'hui ont peut-être été enquêtés. Ce stage, il portait sur une analyse exploratoire et territoriale des leviers financiers et juridiques favorisant l'adoption et le maintien de pratiques durables de gestion de l'eau en agriculture. C'est un stage qui s'inscrivait dans un projet du CPIE qui s'appelle Agriclimo, Agir en commun, dont je vais rappeler dans un premier temps le cadre de ce projet avant de faire un focus sur les différents leviers étudiés. Voilà, avant de tout présenter, je tiens à souligner que c'est une analyse exploratoire, donc on n'est pas allé à 200% dans un levier. Je suis par exemple pas experte des mesures agro-environnementales et climatiques, mais je sais qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui qui le sont davantage. Mais voilà, c'est plus un panorama et une envie aussi de discuter
avec vous aujourd'hui de comment vous envisagez ça sur vos territoires. Voilà, c'est aussi un sujet de... C'est la base de suite, en fait, ce stage. Donc, au CPIE, on a souhaité mettre en place ce stage et ce projet Agriclimo Agir en commun parce qu'on se rendait bien compte que sur les territoires, on avait parfois des dimensions quantitatives et qualitatives de l'eau qui étaient traitées de manière séparée sur certains points, que la question de la gestion quantitative arrive de manière croissante. Notamment, c'est un problème pour les fermes avec beaucoup de variabilité entre les années. Là, on l'a vu sur des années où il y a trop d'eau, des années où il n'y a pas assez d'eau. On voit aussi un cadre institutionnel et réglementaire qui est assez complexe et en fait une difficulté pour les acteurs, enfin les agriculteurs et certains acteurs territoriaux à comprendre qui fait quoi sur l'eau et à avoir vraiment une coordination entre les différents niveaux parce que voilà, l'eau c'est vraiment un sujet où il y a une diversité d'acteurs sur les territoires assez important. Donc un enjeu qui est central de répartition de la ressource entre les différents secteurs économiques qui implique des arbitrages parfois conflictuels et aussi une envie de réfléchir à des solutions adaptées à chaque territoire. Un autre constat à la base du programme Agriclimo Agir en commun, c'est que donc on a monté ce projet en 2024 et on a eu donc aussi en 2023 de nombreuses manifestations agricoles où le sujet de l'eau était plus ou moins présent. Donc on voyait aussi que c'était un sujet difficile à aborder avec et pour les agriculteurs, que ce soit entre agriculteurs et citoyens, mais aussi parfois entre agriculteurs et certains acteurs qu'on a plus tendance à dire acteurs de l'environnement, entre guillemets. Donc par exemple des syndicats de rivière. Donc on a regroupé un peu tous ces objectifs dans un projet qu'on a appelé Agriclimo Agir en commun qui est donc porté par le CPIE Yonne-et-Nièvre. Donc le CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. On est donc une association labellisée. On est plusieurs associations en Bourgogne-Franche-Comté et on a aussi un réseau national. Et ce qui est commun à ce réseau, c'est une posture, donc la posture de la facilitation de l'action commune en territoire qu'on porte à travers différents programmes. Et donc le projet Agriclimo s'inscrit dans le programme Eau Alimentation Territoire du CPIE, qui vise vraiment la résilience alimentaire des territoires. Et cette résilience alimentaire passe aussi par des liens plus importants entre les questions eau et alimentation. Voilà, pour faire assez rapide sur le CPIE. Donc, on a associé en tant que partenaire à ce projet Bio Bourgogne-Franche-Comté pour leur lien direct avec les agriculteurs, avec le terrain et leur envie aussi de travailler sur ces questions liées à l'eau. Le Bio Bourgogne-Franche-Comté qui a une posture d'accompagnement technique et de facilitation. Voilà, donc c'est notamment l'antenne de Lyon qui suit le projet et on a d'autres, voilà, c'est un projet qui se construit aussi au fur et à mesure. On a d'autres partenaires potentiels, liens qui sont en train de se construire. Donc je vous ai remis à gauche aussi le territoire du CPIE Yonne-et-Nièvre. Donc on est sur une bonne partie de Lyon, le nord de la Nièvre et l'est du Loiret. Donc sur deux agences de l'eau, l'agence de l'eau Loire-Bretagne et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Alors, le projet Agriclimo Agir en commun, qu'on a tendance à intituler sur les affiches Trop d'eau, pas assez d'eau, et vise à réagir face aux crises, anticiper les prochaines et faire des économies. Ça, c'est notamment le message auprès des agriculteurs. Donc, c'est un projet qui a notamment été financé, qui est notamment financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, un appel à projet qui s'appelle Recherche, Expérimentation, Diffusion. Donc c'est ce qui nous a permis de le lancer. Et donc le but de la dynamique, c'est de favoriser l'adaptation des fermes au changement climatique et outiller les agriculteurs et conseillers techniques sur les pratiques de gestion durable de l'eau de la parcelle au territoire. Donc de la parcelle au territoire, ça nous tient très à cœur. Et on a davantage axé le projet sur la question quantitative, même si la qualité reste un sujet qu'on souhaite garder en lien avec la quantité.
Donc, les objectifs du projet sont d'identifier ensemble des pratiques agricoles résilientes de gestion de l'eau, donc ensemble c'est avec les agriculteurs, en stimulant les dynamiques collectives et l'échange de pratiques. Donc, on nous a dit au moment où on a cherché des financements que ça ressemblait à un GI2E, donc un groupement d'agriculteurs. Mais en fait, là pour nous, on est encore en amont parce qu'on n'avait pas forcément de réseau d'agriculteurs créés, mais identifié, voilà, c'est un sujet important pour certaines fermes. Donc ensuite, un autre objectif, c'est de contribuer aux dynamiques de recherche ascendante. Donc là, on en est encore vraiment au début, mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a aussi des pratiques qui sont mises en place dans des fermes, qui peuvent nourrir la recherche. Voilà, et donc de les identifier, de voir si elles sont partagées, de voir s'il y a des pratiques à imaginer aussi. Donc l'autre objectif, c'est de construire et tester un outil d'aide à la décision sur une approche globale de l'eau de la ferme au territoire adapté aux contextes locaux. Là, l'outil d'aide à la décision, on en est vraiment au début parce qu'on se questionne sur est-ce que cet outil d'aide à la décision doit plutôt être à destination des agriculteurs ou à destination des conseillers agricoles. Donc voilà, là les travaux sont vraiment en cours. Et ensuite, le dernier point et objectif du projet, c'est de valoriser auprès du grand public de la formation agricole les pratiques identifiées et de les diffuser. Voilà, vraiment une envie de partager des pratiques issues du territoire et de favoriser un partage, un échange de pratiques entre agriculteurs. Et donc, on a d'autres partenaires financiers, donc par exemple la Mutualité sociale agricole, la Fondation Terre de Liens, le Conseil départemental de Lyon, l'Agence de l'eau à Bretagne, l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Voilà, c'est tout un montage. Du coup, on en est encore relativement au début de ce projet, enfin presque à la moitié, puisqu'il dure jusqu'au premier semestre 2027. Donc, dans le cadre de ce stage, enfin en amont de ce stage plutôt, et dans les différentes actions à destination des agriculteurs que porte le CPIE, on a bien senti auprès des agriculteurs une demande d'une meilleure valorisation de leurs pratiques vertueuses de gestion de l'eau. Bon, déjà définir pratique vertueuse, c'est pas forcément évident, mais cette demande de valorisation, elle était aussi bien sur l'aspect communication, dire ce qui se fait déjà bien voilà, parce qu'on est dans une période parfois de tension en termes de dialogue et aussi en termes de financement possible. Et les financements possibles, ça aussi bien pour le changement de pratique que pour le maintien de bonnes pratiques. Voilà, il y avait des agriculteurs, notamment bah, voilà, en bio depuis des années, avec la suppression de l'aide au maintien, qui nous questionnent sur voilà, quelle aide il existe pour maintenir certaines bonnes pratiques, par exemple de gestion des haies ou autres. Donc ça a été vraiment important dans le montage du stage de prendre en compte ces deux aspects. Et j'ai juste remis un graphique en dessous, issu d'un un rapport qui est fait par l'Institut de la finance durable sur l'évolution théorique des bénéfices en conversion bio et agroécologie. Ce qui me paraissait intéressant sur ce graphique, sans rentrer dans les détails, c'est que euh, vraiment, c'est sur un temps long qu'on va avoir les bénéfices, par exemple, de la conversion en bio, enfin voilà, qu'on va réatteindre, entre guillemets, une stabilité économique. Là, il envisage sur 9 ans avec des phases où on a des baisses de rendement, des phases où on va avoir un bénéfice prix. Voilà, donc ça nous paraissait intéressant d'étudier différents leviers de financement parce que la transition, c'est un processus long avec des besoins à différentes phases. Voilà, des besoins aussi variés selon les fermes. Et en termes de contexte, ça nous paraissait aussi important de voir un peu ce qui existait déjà. Donc il y a eu un rapport vraiment très intéressant qui s'appelle L'injuste prix de notre alimentation, quel coût pour la société et la planète, qui a été publié par le Secours catholique, Solidarité Paysan, le réseau CIVAM et la Fédération française des diabétiques, qui étudie la répartition, enfin les soutiens publics existants à l'alimentation et qui fait le lien avec voilà, la question des prix. Donc, il fait déjà le constat que les soutiens publics au système alimentaire français, c'est 48 milliards d'euros. Donc, en fait, qui viennent principalement de l'État à travers différents types d'exonérations, qui viennent secondairement de l'Europe à travers notamment la politique agricole commune et en partie des collectivités territoriales, notamment à destination de la restauration collective, parce que là, on parle vraiment du système alimentaire et pas que de l'agriculture. Donc le constat de ce rapport, c'est de dire qu'il y a
déjà des financements qui existent et enfin voilà, et c'est pas le problème, c'est qu'il y a pas, c'est pas de dire qu'il y a pas assez d'argent, c'est plutôt sa répartition. C'est ça vraiment le constat de ce rapport. Et que du coup, le prix des denrées alimentaires ne reflète pas les externalités négatives sur l'environnement et sur d'autres sujets. Donc ça, c'est vraiment important. Et nous, ça a été vraiment un discours tout au long du stage de dire le premier constat, c'est que les prix devraient davantage intégrer la protection de l'environnement. Voilà, ça c'est le constat de base, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc réfléchissons à d'autres leviers. Ce rapport montre qu'on compense aujourd'hui le dysfonctionnement de notre système alimentaire à hauteur de 19 milliards d'euros. Donc, c'est-à-dire que, il y a des coûts cachés de l'alimentation qui sont notamment des compensations. On va avoir un impact, par exemple, sur la santé de notre alimentation. Donc, on va avoir pas mal d'argent, par exemple, qui est mis sur les questions de diabète. Et en fait, c'est vraiment les coûts cachés. On finance des dysfonctionnements du système alimentaire. Et on a des aides qui entretiennent aussi des systèmes alimentaires, voilà, agricoles, entre autres aussi, non durables. On a par exemple des soutiens à la consommation d'énergie fossile, parfois des aides qui sont très liées à des surfaces favorables à l'agrandissement. Donc le constat de ce rapport, c'est vraiment de se dire que la manne financière est là, mais la question c'est plutôt comment elle est, vers quoi elle est dirigée et qu'est-ce qui est soutenu. Il y a une autre étude assez intéressante qui est parue de l'Institut de la finance durable sur un premier bilan des leviers existants de financement de la transition agricole. Donc eux, ils découpent ça en trois grands leviers. Donc la politique agricole commune, qui est vraiment au cœur de la subsistance des agriculteurs et un outil puissant pour leur transition. Donc la politique agricole commune, c'est des financements considérables donc qui sont de plus en plus incitatifs sur le volet environnemental, mais leur constat, c'est que pour eux, c'est pas encore assez incitatif pour mener des transformations globales. Et avec parfois des systèmes d'aide qui sont trop silotés, avec un manque de vision globale. Un autre levier existant sur lequel nous, on ne s'est pas du tout attardé, mais qui est intéressant, c'est le financement par les banques. Donc les banques, elles vont développer des offres de financement pour la transition, donc des prêts bonifiés, du conseil adapté, qui sont principalement orientés vers financer le fonctionnement et non pas la prise de risque et la transition. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout étudié dans le cadre de notre étude, mais vous pourrez avoir le rapport si vous voulez, et qui souligne aussi ce rapport que le taux d'endettement des agriculteurs atteint 63%, ce qui est important à avoir en tête quand on demande entre guillemets à un agriculteur de faire une prise de risque. Voilà, c'est qu'il n'a pas forcément des marges financières énormes. Et l'autre levier qu'on a davantage étudié, c'est la chaîne de valeur. La transition agricole pose la question de la répartition des coûts. Euh, et voilà, et aussi le rôle des industries agroalimentaires dans cette transition. En sachant qu'il souligne bien que pour 100 euros dépensés en France pour l'alimentation, seulement 6,4 euros rémunèrent l'agriculteur. Si on se place sur voilà, les circuits plutôt classiques, grande distribution. Donc, on voit bien qu'il existe des leviers et des leviers qui sont portés à différentes échelles et par le biais de différentes politiques publiques. Donc, ils peuvent venir de l'Europe, qui peuvent aussi être gérés plutôt à des échelles de bassins hydrographiques pour tout ce qui va être subventions qui sont liées aux agences de l'eau. On va avoir aussi, par exemple, parfois des subventions qui vont être liées à la prévention des inondations, qui vont encore être liées à d'autres politiques publiques et encore parfois des aides qui sont plutôt à l'échelle des collectivités, des syndicats de rivière, etc. Donc vraiment un panorama assez large de dispositifs financiers avec une articulation parfois qui n'est pas encore optimale. Donc dans le stage, on avait demandé donc à Amira Nabi de se focaliser sur certains leviers économiques qui avaient une dimension territoriale pour estimer leur pertinence locale, leur efficacité et leur applicabilité. Nous, ça nous tenait vraiment à cœur le CPIE de se dire, on veut étudier des leviers d'action sur lesquels nous, on peut après avoir une prise, que ce soit pour les inciter, pour les faire connaître. Donc, on s'est par exemple pas concentré sur les éco-régimes de la politique agricole commune, sur lequel on avait peu de prise.
par exemple. On a aussi voulu dans ce stage ne pas réfléchir à un levier unique, mais plutôt à l'imbrication de ces leviers. Et on a choisi d'étudier aussi un levier juridique qui sont les obligations réelles environnementales, parce que certains financements souhaitent, entre guillemets, être adossés à une sécurisation que cette pratique va être durable dans le temps, et on entend de plus en plus parler des obligations réelles environnementales. Donc on n'a par exemple pas non plus étudié les aides à la conversion au maintien bio, on n'a pas dressé un catalogue des subventions présentes par exemple en région. Là, on s'est focalisé sur trois leviers existants: les mesures agro-environnementales et climatiques, les paiements pour services environnementaux, publics et ou privés, le crédit impôt recherche qui est beaucoup moins connu. Et on a aussi étudié quelques leviers exploratoires, la taxe de séjour et le prix de l'eau. Donc je vais vous les détailler un petit peu chacun après. Donc pour les étudier, la stagiaire a fait d'abord une analyse bibliographique, puis des enquêtes avec des entretiens semi-directifs auprès d'agriculteurs, auprès des institutions et d'acteurs privés, et après un traitement de ces données. Donc juste rapidement, les agriculteurs, donc vous voyez que ça fait un gros panel d'enquêtés, donc on va pas avoir un échantillon significatif par catégorie. Là c'est notamment le cas pour les agriculteurs, puisqu'il y a eu que 10 agriculteurs enquêtés, mais qui avaient quand même une diversité de systèmes agricoles et de contextes environnementaux, donc bio ou conventionnels, des agriculteurs sur les aires d'alimentation de captage. Il y a aussi un agriculteur d'ailleurs qui était en agriculture de conservation des sols, proche des cours d'eau ou non, déjà engagé par le passé dans certains dispositifs de financement. Voilà, c'était un peu avoir différents points de vue pour mieux comprendre les motivations, freins et perceptions des agriculteurs vis-à-vis de la gestion durable de l'eau. Donc pour le volet plus enquête auprès des institutions et acteurs privés, donc il y a eu 28 entretiens auprès d'un panel varié, donc les services de l'État, chambres d'agriculture, agences de l'eau, syndicats de rivières, conseils départementaux, office du tourisme. On a souhaité intégrer quelques acteurs privés, donc il y a eu une étude auprès d'un cabinet de conseil en crédit impôt recherche et une entreprise agroalimentaire. Donc voilà, là on voit que c'est une des limites de l'étude, c'est que on n'a que deux acteurs privés, donc c'est non représentatif également. L'objectif était de comprendre la diversité des points de vue institutionnels, comprendre la divergence et divergence entre monde agriculteur, entre les points de vue des agriculteurs et des institutions, et explorer la mise en œuvre et l'adaptation des dispositifs. Voilà, donc pour rentrer plus concrètement dans les résultats, donc pour les mesures agro-environnementales et climatiques, MAEC, je dirais MAEC par la suite, juste petit point de contexte, donc c'est lié au second pilier de la politique agricole commune et elles sont inscrites dans le plan stratégique national qui est la déclinaison de la PAC. Donc c'est des contrats volontaires sur 5 ans. Donc, c'est des dispositifs qui visent à inciter financièrement les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles favorables à l'environnement et au climat, tout en compensant les surcoûts ou les pertes de revenus liées à la mise en œuvre de ces pratiques. Donc là, on est sur la programmation 2023-2027 pour la PAC et pour les MAEC, qui comporte un certain nombre de nouveautés par rapport aux programmations précédentes. Donc, par exemple, l'introduction de diagnostics agroécologiques et de formation obligatoire, la nécessité d'intégrer 90% des surfaces dans les MAEC, voilà 90% de la surface de la ferme, alors qu'avant c'était parfois que une parcelle qui était sur une zone sensible. L'introduction de nouvelles thématiques, par exemple la gestion quantitative de l'eau, et une éligibilité élargie. Donc maintenant, si on a une seule parcelle sur une zone prioritaire, par exemple un captage, ça peut permettre d'accéder à une MAEC. Ce qui était, voilà, on pourra en discuter plus en détail après. Là, c'est pas l'objet de s'attarder dessus. Donc les MAEC, elles sont gérées à différentes échelles, elles dépendent donc de l'Union européenne qui après la France fixe les orientations nationales et les budgets alloués aux MAEC, puis au niveau de la région, au niveau régional, que ça soit par la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt et en lien avec le Conseil régional, il y a l'adaptation des mesures au contexte local, le choix des territoires éligibles, des mesures ouvertes. Ensuite, les services
services déconcentrés de l'État, et notamment la direction départementale des territoires, vont instruire des dossiers, faire l'animation territoriale et le contrôle des conformités. Et il faut sur les territoires des structures porteuses, des animateurs locaux qui peuvent être par exemple les chambres d'agriculture, les syndicats d'eau, les parcs naturels régionaux qui vont avoir un rôle d'accompagnement, d'information, d'animation et de mobilisation. Et après, il y a les agriculteurs qui peuvent voilà, s'engager dans des MAEC de manière volontaire sur 5 ans en s'engageant à respecter le cahier des charges, en sachant que dans le cahier des charges, il y a des mesures plutôt transversales qui vont être la baisse, l'allongement des rotations, la baisse des indices de fréquence de traitement et d'autres mesures plus spécifiques liées à aux enjeux territoriaux. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, entre 2015 et 2019, c'était environ 5,7% de la surface agricole utile régionale qui a été engagée dans des mesures agro-environnementales et climatiques, avec, avec beaucoup de MAEC sur les enjeux eau et biodiversité. Après, on voit là sur la droite, en bas, la carte au niveau régional, donc des grandes disparités aussi sur les territoires avec par exemple beaucoup de MAEC engagés au niveau du Morvan, donc qui peuvent être liés à des enjeux spécifiques, mais aussi aux animateurs locaux des MAEC, puisque c'est un constat que l'animation est importante sur le territoire pour qu'il y ait un engagement dans les MAEC. Voilà. Donc, il y a aussi donc on peut avoir des MAEC système et des MAEC qui vont être localisés, liés à un enjeu et à un territoire. Et donc, par exemple, l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau de l'Armançon enfin voilà, ouvre plusieurs MAEC. Donc, certains qui vont être plus ciblés qualité de l'eau, avec par exemple un soutien à la création de prairies temporaires avec absence de fertilisation des MAEC qui vont être plus sur la gestion extensive des prairies humides, sur l'entretien durable des haies et des mares. Voilà, on peut avoir aussi bien des enjeux zones humides que des enjeux captage. Donc, dans l'enquête de stage, les agriculteurs qui étaient enquêtés, donc une dizaine, on leur a demandé est-ce qu'ils étaient engagés dans des MAEC, leur perception sur ces MAEC. Donc, il y en avait 7 sur 10 qui n'étaient pas engagés, mais qui avaient certaines participé à l'ancienne programmation des MAEC, mais qui ne souhaitaient pas se réengager. Parce qu'ils avaient une forte méfiance du dispositif et un découragement vis-à-vis de ce dispositif. Il y en avait d'autres qui étaient engagés et qui avaient un retour globalement positif, surtout sur l'apport financier et la sécurisation de leurs revenus. Globalement, les retours des agriculteurs pour leurs freins dans l'engagement des MAEC, parce qu'ils pourraient, entre guillemets, être plus déployés, c'est qu'ils trouvent ça lourd administrativement en termes de dépôt de dossier, de sélection, d'engagement sur 5 ans. Voilà, le côté trop de paperasse hein, qu'on entend assez souvent sur le terrain. Il y en a qui jugent la rémunération insuffisante face à la perte de rendement ou aux investissements nécessaires, avec il y a un plafond financier pour les fermes, donc pour les plus grosses fermes, voilà, ça peut paraître pas suffisant. Voilà, sauf que c'est une question, les pratiques que l'on cherche à inciter. Ensuite, il y en a qui jugent qu'il y a un manque d'accompagnement, notamment la diminution d'un accompagnement public gratuit et de proximité ou des ressources humaines jugées insuffisantes. Ensuite, certains trouvent qu'il y a un cahier des charges qui est trop rigide, notamment au contexte de changement climatique. Voilà, par exemple, il y en a qui trouvent ça trop rigide, l'obligation d'introduire des cultures à bas niveau d'intrants, alors que certaines filières sont encore en train de se structurer. Certains qui trouvent que l'engagement sur 90% de la surface de l'exploitation, c'est trop. Donc là, c'est des points de vue assez variés, puisqu'on avait un agriculteur qui était en bio qui réagissait à la dernière restitution et qui disait que justement, lui, il trouvait que c'était une bonne incitation et que, voilà, en fait, certains trouvent que la barre est trop haute pour s'y engager et que donc ça va avoir plus un effet de maintien de ceux qui ont déjà des bonnes pratiques. Voilà, là, c'est des points de vue assez variés. Certains ont trouvé la barre presque trop basse. En tout cas, l'agriculteur bio lui soulignait aussi l'existence d'une MAEC zéro phyto qui, sur certains territoires, peut intéresser pour compenser la suppression de l'aide au maintien en bio.
Donc des points de vue assez variés, mais quand même beaucoup d'agriculteurs qui soulignent cette lourdeur administrative et aussi qui ont fait les frais de délais de paiement trop longs sur les précédentes programmations et que ça freine vraiment pour se réengager. Ensuite, il y a aussi un besoin de communiquer, puisque c'est pas forcément toujours bien connu, et une crainte de sanctions de la part des agriculteurs en cas d'erreur administrative ou de non-atteinte des objectifs. Voilà, c'est la logique même de MAEC qui parfois ne plaît pas aux agriculteurs et une peur de la stabilité de ce dispositif financier sur le long terme. Donc, ce qui a été observé par la stagiaire, c'est aussi donc ce sentiment de découragement, voire de déviance de certains agriculteurs, avec un fossé entre les points de vue des institutions et des agriculteurs, parce que parfois les institutions étaient plutôt à dire, voilà, les agriculteurs n'ont pas forcément envie de faire d'efforts. Donc là, il y avait vraiment une différence de perception et elle a observé aussi un manque de coordination entre les institutions, puisque c'est géré à pas mal d'échelles avec du coup qui favorise pas la construction d'une vision partagée et transversale des enjeux territoriaux. Donc voilà pour les MAEC, c'est un gros morceau sur lequel je vais pas plus m'attarder, mais on pourra revenir après dans les questions, dans les questions si besoin. Elle a étudié également les paiements pour services environnementaux, PSE. Donc on ne peut pas avoir des PSE et MAEC sur une même ferme. Donc les PSE, c'est un mécanisme volontaire et contractuel rémunérant directement les services rendus par les agriculteurs. Donc on n'est plus sur la même logique. Là, on est vraiment sur la rémunération de ce qui est bien fait. Et donc c'est une tentative d'internaliser les externalités positives et de valoriser les pratiques durables. Donc, on peut avoir dans les cahiers des charges des PSE le maintien en herbe, on peut avoir justement les haies, on peut avoir le fait d'allonger les rotations. Il y a vraiment différents critères qui peuvent être mis dans le cahier des charges des PSE. Il y a eu une expérimentation nationale lancée en 2020 par les agences de l'eau avec un portage par des collectivités et syndicats d'eau. Par exemple, sur notre territoire, il y a la ville de Clamecy qui met en place des paiements pour services environnementaux. Et cette expérimentation nationale, les conclusions sont en train d'être faites et la perspective, c'est le prolongement des PSE par les agences de l'eau. Il y avait 120 projets déposés et principalement sur l'objectif, la question de la qualité de l'eau, et les paiements moyens étaient de 90 à 130 euros par hectare et par an. On voit aussi donc ces PSE qui peuvent porter sur la qualité de l'eau. Il y a par exemple dans le Châtillonnais, donc en Bourgogne-Franche-Comté, un PSE qui porte aussi bien sur qualité de l'eau, zone humide et inondation. Donc là, c'est assez intéressant. Et en fait, ces PSE, ils ont beaucoup dépendu des soutiens de l'agence de l'eau, des agences de l'eau, mais maintenant, il y a d'autres financeurs potentiels aussi publics pour ces paiements pour services environnementaux. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est en train de bouger. Et il peut aussi y avoir des financements privés. Donc là, ça paraît aussi assez intéressant pour la contribution de la chaîne de valeur, mais aussi peut-être pour le financement des PSE ne sera pas forcément à 100%. Donc pour les restes à charge, c'est intéressant aussi de voir les financements privés. Les agriculteurs enquêtés dans le cadre du stage étaient très favorables au PSE. Voilà, même s'il faut avoir en tête que c'est aussi un dispositif assez récent, donc sur lequel on a moins de recul, mais qui était vraiment vu comme une alternative pour eux, comme pour une alternative crédible et souhaitable au dispositif actuel. Juste un exemple sur lequel je ne rentrerai pas dans les détails, c'est qu'il y a par exemple une expérimentation euh, en France, mais notamment dans le nord de la France, de paiements pour services environnementaux qui sont portés par Pour une agriculture du vivant, enfin qui sont animés par Pour une agriculture du vivant, qui sont publics-privés en lien avec les coopératives. Donc là, c'est l'expérimentation de primes filières. Voilà, et il y a des PSE aussi sur le aspect santé qui sont en train d'être testés en France. Donc pour les PSE, on a quand même une mise en œuvre qui est assez lourde administrativement on n'en est qu'au début. Voilà, donc il manque encore du recul, mais c'est vraiment pour l'instant assez intéressant et prometteur.
Pour les obligations réelles environnementales qui ont été étudiées, donc là on est plus sur une sécurisation, un aspect juridique, donc des contrats volontaires entre propriétaires fonciers et personnes morales. La personne morale pouvant être une collectivité, une association, par exemple les conservatoires des espaces naturels en déploient beaucoup, et c'est inhérent au foncier. Donc ça va être une obligation pour le propriétaire. Donc et qui est signé en présence d'un notaire et qui peut contenir des obligations de gestion et de bonnes pratiques. Donc ça permet en soi de pérenniser dans le temps des pratiques durables sur le foncier agricole. Attention, si l'agriculteur est locataire, ça marche pas forcément du coup, l'obligation réelle environnementale, puisqu'elle revient au propriétaire, les obligations de gestion. Donc les obligations réelles environnementales sont vraiment en train de se multiplier. Ça peut être intéressant, il y a des financeurs qui peuvent demander s'ils financent une pratique, que la contrepartie soit une obligation réelle environnementale pour sécuriser la pratique. Et elles peuvent être déployées, notamment, c'est particulièrement intéressant dans les zones à enjeu haut, par exemple, ou d'autres zones à enjeu. Les agriculteurs enquêtés étaient pas très favorables aux obligations réelles environnementales parce qu'ils trouvaient ça trop engageant dans un contexte agricole incertain et ils avaient peur que ça limite la liberté sur la gestion de la ferme. Il y avait aussi qu'il n'y a pas d'incitation financière claire dans le cadre des obligations réelles environnementales. Euh, et c'est vrai que même sur des fermes très engagées ou des fermes en bio, par exemple, ils sont pas forcément. Il y a quand même cette crainte, par exemple, que ça bloque la transmissibilité. Donc ça, c'est assez intéressant comme sujet. Euh, voilà, il reste encore quelques leviers. On avait des leviers plus exploratoires, donc la tarification différenciée de l'eau. C'était l'idée que, bah, en fait, l'eau devrait le prix de l'eau devrait permettre de payer l'amélioration de la qualité de l'eau et que, à l'heure actuelle, les redevances ne sont pas suffisamment dissuasives pour les pollueurs pour que ce soit le cas. Donc là, les agriculteurs ont été notamment enquêtés sur la question de et si on réduisait le prix de l'eau pour ceux qui ont des bonnes pratiques. Voilà. On aurait pu également enquêter sur plutôt une tarification différenciée avec des bons points et des mauvais points. Là, c'était plutôt la réduction du prix de l'eau qui a été étudiée et la majorité était contre en disant que l'eau était déjà, entre guillemets, pas chère. Bon, ça c'est vrai à l'état actuel, mais c'est vrai qu'on peut aussi se projeter en disant que l'eau va devenir plus chère. Donc, on n'a pas beaucoup plus approfondi sur ce sujet-là. Le fléchage d'une part de la taxe de séjour vers la transition agricole, ça c'était vraiment assez innovant comme enquête. C'est donc la taxe de séjour, elle est prélevée auprès des touristes par les hébergeurs notamment, et ça finance des actions liées à l'attractivité touristique. Donc, dans des territoires très ruraux où l'agriculture façonne vraiment les paysages, c'est une vraie question de est-ce que la taxe de séjour pourrait permettre de financer la transition agricole. Voilà, donc l'idée c'était de flécher une petite part de cette taxe de séjour vers les pratiques agricoles durables, une petite part parce que ça finance déjà entre autres les offices du tourisme et en fait dans le cadre juridique, voilà, ça mentionne l'attractivité du territoire, ça mentionne pas clairement les activités agricoles, mais l'attractivité du territoire. Donc là les agriculteurs étaient assez favorables à cette idée. Euh, voilà, sur vraiment que c'était, enfin vraiment, que c'était une autre manière de concevoir en fait le financement. Le dernier levier étudié, c'était les crédits impôt recherche, donc qui est un dispositif fiscal qui permet de récupérer jusqu'à 30% des dépenses de recherche et développement de la ferme et qui est rétroactif. Donc c'est un dossier à déposer qui permet de récupérer entre autres le temps mis pour l'expérimentation, les équipements achetés, etc. Il faut démontrer que c'est innovant, que c'est de la recherche et développement. Et voilà, ça doit remplir des critères de nouveauté, créativité, incertitude, systématicité. Donc il y a notamment des cabinets de conseil qui accompagnent le montage des dossiers de crédit impôt recherche. Là, les agriculteurs étaient assez mitigés selon le profil des fermes. Donc, au global, on a essayé de faire une petite étude des atouts et limites de chacun des dispositifs, parce que l'idée, c'était pas de dire l'un est bon, l'un est pas bon, l'un est à exclure, c'est que c'est intéressant de connaître cette diversité, et peut-être parfois de réfléchir aussi
leur emboîtement, entre guillemets, ou qu'est-ce qu'ils peuvent financer dans un processus de transition. Donc les MAEC, leurs atouts, c'est notamment qu'ils sont liés quand même à une manne financière existante, qui est la politique agricole commune, et qui permet une compensation des pertes de revenus. Néanmoins, ça a été perçu par certains comme des dossiers administratifs complexes, avec un engagement rigide, et parfois des plafonds d'aide jugés insuffisants ou des budgets limités sur certaines thématiques. Voilà globalement la perception des MAEC. Là, ça n'engage que l'enquête, hein, ce n'est pas global. Ensuite, les paiements pour services environnementaux, ils ont été jugés incitatifs. On change de logique. Là, on est sur une obligation de résultat avant, alors que pour les MAEC, on était plutôt sur une obligation de moyens et une logique de compensation. Donc les PSE, ça j'ai déjà détaillé un peu les plus et les moins. Pour la tarification sur l'eau, les atouts, c'est notamment que ça pourrait encourager la sobriété et l'efficacité dans les usages de l'eau et financer des actions de restauration des milieux aquatiques. Néanmoins, pour l'instant, à l'état actuel, notamment dans les territoires où il y a peu d'irrigation, ça semblait être pour l'instant une faible incitation. Mais voilà, la question du prix de l'eau est un sujet en tant que tel et un risque d'effet rebond si on baisse le prix. Donc voilà. La taxe de séjour, donc là c'est une taxation indirecte, donc ça pourrait être des montants vraiment allouables à des actions très localisées et très visibles, dont le lien avec l'eau est peut-être pas le plus évident, plutôt par l'entrée paysage, qui peut impliquer aussi le secteur touristique dans la gestion de l'eau, mais ça a quand même été perçu comme de dire, bon bah il y a déjà pas mal d'aides qui existent, pourquoi rajouter cela? Alors qu'en plus, les montants pourraient ne pas être si importants. Et c'est vrai que dans un territoire comme Lyon, qui n'est pas un département très touristique, on n'a pas des montants non plus énormes de taxes de séjour. Et ça nécessite encore de creuser le volet juridique de la possibilité de verser pour des actions agricoles cette aide. Et voilà. Et puis, ça peut susciter des oppositions aussi des acteurs touristiques. Le crédit impôt recherche, qui est une aide fiscale à l'innovation, ça encourage la recherche et les solutions innovantes et ça peut être complémentaire à d'autres leviers et financer quelque chose de passé, c'est entre guillemets un plus. Mais certains trouvent que les dossiers sont quand même assez lourds, même quand il y a de l'accompagnement par un cabinet de conseil. Et pour l'instant, en fait, ça a été un dispositif très utilisé pour les entreprises. Mais la Cour des comptes souligne bien que c'est un dispositif intéressant et à déployer davantage. Donc voilà, ça, c'est peut-être un dispositif qui sera de plus répandu par la suite. Et les obligations réelles environnementales, ça a été, voilà, je ne vais pas redétailler, mais vu comme sécurisant, mais par certains agriculteurs justement, que ça enferme trop dans des pratiques, euh, et c'est encore assez peu connu comme dispositif. Se pose la question de la rémunération qui est liée, de l'accompagnement, etc. Donc, j'ai quasiment fini. Donc, la gestion durable de l'eau en agriculture ne peut reposer sur un instrument unique, mais une combinaison cohérente de dispositifs financiers, juridiques et organisationnels adaptés aux réalités locales et aux profils variés des agriculteurs. C'est bien ce que reflète aussi l'enquête. C'est vraiment qu'il n'y a pas une solution clé en main pour la transition, mais que par contre, on voit bien que ces différents dispositifs de financement et juridiques doivent s'inscrire dans une politique plus globale et un portage qui est local aussi pour associer aussi les agriculteurs à la co-construction. Donc c'est important d'avoir une gouvernance inclusive et lisible et une coopération multi-acteurs et de la coordination aussi entre les financeurs pour aussi avoir de la lisibilité pour les acteurs terrain et les agriculteurs. C'est important d'avoir une ingénierie de proximité aussi voilà, globalement, les conclusions, en sachant que voilà, nous, ça nous pose aussi beaucoup de questions sur les suites de cette étude un peu exploratoire pour les actions du CPIE et du projet Agriclimo que je vous ai présenté en introduction. Il y aurait encore plein d'autres choses à creuser. On pourrait imaginer d'aller creuser maintenant individuellement certains leviers. Tout ça est en questionnement. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. N'hésitez pas donc à poser vos questions et à ce qu'on échange sur ces sujets, en sachant que voilà, je remets en contexte, c'est la perception des enquêtés sur un territoire donné. Merci beaucoup, Lucie. T'as parfaitement tenu le temps imparti. Il nous reste une grosse dizaine de minutes pour effectivement
que vous posiez toutes vos questions, nous dire ce que vous en pensiez comme tu l'écrivais à la fin de ta présentation. Donc on vous écoute. Je vous avais proposé de commencer à poser vos questions dans le chat. Je pense que vous étiez très attentif à ce que disait Lucie, donc du coup vous n'avez pas posé de questions écrites. Je vous laisse donc du coup prendre la parole pour pouvoir lancer cette discussion avec Lucie. Soit vous prenez la parole directement, soit vous me dites que vous voulez parler dans le chat. À vous de voir. En tous les cas, le mieux c'est quand même de pouvoir dialoguer en direct avec Lucie. Qui souhaite se lancer peut-être? Lucie, de ton côté, est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu souhaitais attirer davantage notre attention éventuellement? Tu as beaucoup dit qu'effectivement c'était propre aux réalités du territoire de Lyon. Comment dans d'autres territoires cette étude pourrait se traduire? Enfin, comment, il ne s'agit pas de dupliquer quoi que ce soit, mais en tous les cas, comment on pourrait extrapoler un petit peu ce qui a été vu dans ce rapport de stage à d'autres territoires, à d'autres départements de la région? Du coup, je dirais que ça dépend un petit peu des leviers concernés. En tout cas, j'ai l'impression que pour les paiements pour services environnementaux, il y a un certain nombre de collectivités et de syndicats d'eau qui se questionnent actuellement plutôt sur le financement PSE public. Pour le côté PSE privé, là, c'est plus, je pense, à chaque territoire aussi de voir s'il veut creuser ce sujet-là. Il n'y a pas de modèle encore clé en main qui sont faits, mais ça pose question sur tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, voilà ce côté PSE privé, avec aussi chaque territoire c'est intéressant de se questionner aussi sur les enjeux qu'on souhaite traiter à travers ce PSE. Est-ce que c'est qualité de l'eau? Il y a par exemple des réflexions en cours pour que les PSE, enfin il y a une fiche dans la COP régionale qui mentionne les PSE. Donc c'est un sujet qui va être approfondi, creusé. C'est pour ça que je disais que ça s'élargissait à d'autres financeurs. Euh, voilà, les MAEC, là, c'est plus une question d'animation aussi locale. Voilà, moi, je suis moins sur ce sujet-là, les MAEC, mais ça nous paraît intéressant sur le volet biodiversité et eau, mais il faut voir à quel point le terrain, les agriculteurs sont encore réceptifs. Pour la taxe de séjour, nous, ça nous paraît assez intéressant de creuser ce sujet-là. Je pense que la période des élections n'est pas la plus propice pour générer une augmentation, par exemple, de la taxe de séjour, si on se dit que ça passe par une augmentation, mais d'approfondir peut-être, entre guillemets, quel montant ça pourrait dégager par secteur et quelles actions seraient prioritaires à cibler. C'est vrai qu'on se dit que par exemple, ça va pas être des gros montants. Donc est-ce que c'est l'implantation d'une haie et la gestion d'une haie qui va avoir vraiment une plus-value paysagère, entre guillemets. Enfin voilà, je pense que c'est des petits exercices qui peuvent être menés. En anticipant aussi la réticence peut-être du secteur du tourisme. Voilà, faut aussi tâter ce sujet-là, mais intéressant à creuser. Et je crois que certains PNR avaient mené une étude à l'époque, mais on n'a pas retrouvé toutes les données. Les crédits impôt recherche, là je pense que c'est plus quel territoire communique dessus. Enfin voilà, qui s'en empare. Là je pense que c'est plus de la faire connaître qu'un rôle des territoires. Et les obligations réelles environnementales, voilà, ça je pense que c'est aussi chaque territoire qui peut se questionner, voir s'il souhaite s'en emparer. Mm. Alors, une question, tu dois l'avoir également, Lucie, dans le chat. Alors, Lucille, vous posez votre question par écrit. Est-ce que vous souhaitez la poser du coup oralement ou est-ce qu'on y répond maintenant qu'on l'a sous les yeux directement? Je vais la lire pour tout le monde si Mm. tout le monde ne la voit pas du coup. Est-ce que dans Lyon, vous avez des problèmes de pollution des rivières? Est-ce que cela a été pris en compte par cette étude? Alors, Alors, Lucie. oui, on a des problèmes de pollution des rivières avec des objectifs de bon état des cours d'eau qui seront pas forcément atteints. Néanmoins, on a plutôt été, je dirais, sur l'aspect qualité des eaux souterraines. Parce que pour nous, on est alimenté en eau potable, notamment avec des eaux souterraines. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a plus été là-dessus. Après, certains leviers étudiés peuvent marcher aussi pour les questions pollution des rivières. Donc voilà, mais je pense que ça vaut aussi, l'exercice pourrait aussi être fait de prendre sur un territoire un type d'enjeu et de se dire, pour cet enjeu ciblé-là,
quel dispositif fonctionne. Parce qu'en fait, nous, la gestion, la bonne gestion agricole de l'eau, c'est très diversifié en termes de pratiques. Derrière, est-ce qu'on parle de questions d'augmenter les rotations? Est-ce qu'on parle de l'implantation de cultures à bas niveau d'intrants? Voilà, ça peut être aussi une suite de l'analyse. Et de toute manière, il n'y a pas une solution clé en main. Merci Lucie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions là. Je vois pas encore de mains qui se lèvent. Moi, je voulais juste rebondir, mais vous hésitez évidemment pas. On a encore au moins 5 bonnes minutes pour échanger avec Lucie. Mais tu parlais de la taxe de séjour tout à l'heure et du fait qu'il y a eu des réflexions dans des PNR, mais que tu n'avais pas retrouvé, je crois, les données ou en tous les cas, tu n'avais pas pu recouper ces informations. Il y a des PNR avec nous. Alors du coup, voilà. Je lance un petit peu la balle à ces deux PNR qui sont qui se sont inscrits à ce café capteur. Est-ce que cette idée de taxe de séjour pour vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà auquel vous avez déjà réfléchi? Je ne sais pas si les deux personnes concernées qui sont présentes et qui travaillent dans les PNR souhaitent répondre ou pas. Bonjour, je sais pas si, Bonjour. les deux personnes, je pense que c'est le même parc, c'est Laure Jouglar et moi du parc du D'accord. Morvan. Oui, Enfin, c'est ça. à moins je vois pas tous les participants, mais si Laure a été déconnectée, mais elle a dû se reconnecter. À ma connaissance, non, je n'ai jamais entendu parler de cette idée, mais après je suis pas forcément dans les petits papiers des discussions sur ces sujets. Laure qui pour le coup anime des MAE sur les captages avec les agriculteurs, on aura peut-être une autre réponse, mais à ma connaissance, non. Non, je confirme que, à ma connaissance non plus, on s'est pas du tout penché sur cet aspect et cette possibilité. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Enfin, est-ce que ça pourrait, en tous les cas, faire partie d'une réflexion plus large? Je te laisserai pas. Bah, enfin, ouais, je me rends pas trop compte du coup, du volume, financier que ça pourrait représenter du coup et je vois pas là nécessairement tout de suite le lien entre taxe de séjour, du coup le domaine, très touristique et cetera et l'aspect agricole et comment réussir à amener ça. Surtout que moi, je me suis posé la question quand vous avez parlé de ce sujet en me disant les communes qui, pour le coup, le Morvan est assez touristique l'été notamment, mais les zones qui glanent le plus d'enveloppes sont, enfin, comment ça pourrait se répartir sur les communes d'à côté qui sont pas, enfin, on peut supposer, je pense au lac des Sétons ou à Saint-Honoré-les-Bains, etc., où c'est pas forcément là où, enfin, il y a des agriculteurs évidemment, mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs, voire un petit peu moins. Et du coup, la répartition avec les agriculteurs d'à côté, ça veut dire que ça va être une échelle intercommunale ou en tout cas supracommunale. Enfin voilà, ça m'interroge. On est, on tourne plus autour de des questionnements sur les PSE dans l'idée enfin Laure pourra me compléter, mais on se questionne sur les PSE notamment pour financer des choses qui sont vraiment les enjeux locaux, alors que les MAE sont quand même un peu parfois rigides on pioche dans un catalogue qu'on adapte. On tourne plus autour de ça pour mieux financer les bonnes pratiques, et être plus incitatif, quoi. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas du tout passé le pas. C'est dans l'air. Lucie, est-ce que tu souhaiterais agir? Non, juste du coup des PSE agences de l'eau avec un Bah, financement. en fait, c'est plutôt lié avec. Enfin, je sais pas, Laure, je te repartage la question, mais nos questionnements, c'est plutôt qu'aujourd'hui, les agriculteurs du Morvan, nous, on est sur un territoire très bocagé où beaucoup d'agriculteurs ont des pratiques vertueuses. Je pense notamment au carbone de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, les outils qui s'offrent à eux pour être plus incitatifs, pour planter encore plus de haies, alors qu'ils estiment qu'ils en ont. Enfin, c'est pas encore une fois une généralité, tout le monde ne pense pas à la même chose dans le monde agricole, mais c'est pas vu comme assez incitatif pour des agriculteurs qui cochent déjà pas mal de cases. Je ne sais pas si Laure t'aura le. Et moi, de mon point de vue, le PSE permettrait d'aller peut-être mieux financer des bonnes pratiques, mais on le fait un petit peu à travers les MEC sur les prairies humides ou sur la haie. On a aussi des choses sur la haie. Je le vois plus comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le carbone,
les leviers label E, etc. Enfin, pour avoir suivi un groupe d'agri qui a fait des bilans carbone, derrière n'ont rien enclenché parce qu'ils estimaient que c'était pas assez incitatif ou ça les obligeait à planter plus. Et ils estiment qu'ils sont déjà qu'ils ont beaucoup de linéaires. Après, on peut relativiser. Enfin, voilà, c'est plus sur ces enjeux-là, justement, prendre l'eau et le bocage au sens large. Enfin, moi, ce serait une attente, mais on a discuté de ça à plusieurs reprises avec des collègues qui animent des PAT, mais sans jamais passer le pas de qui porterait et comment on monte. Enfin, comme tu l'as dit, c'est assez complexe quand même à monter le système et qu'est-ce qu'on veut dedans. Et j'avais notamment vu des PSE, je ne sais plus si c'était dans les retours d'expérience ici, des déjeuners, mais qui valorisaient aussi le nombre de travailleurs sur la ferme. C'est-à-dire que, enfin voilà, une forme de plus-value pour les petites fermes qui ont plus de main-d'œuvre que de grosses. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant aussi. Merci beaucoup. Lucie, tu souhaites ajouter quelque chose à ce qui était détaillé là dans le PNR du Morvan en tous les cas? Non, pas spécialement, mais c'est vrai qu'on voit une tendance générale à s'intéresser au PSE et ça montre bien cela. C'est bien noté par les agences de l'eau aussi. Très bien. Alors écoutez, il est 10h31. C'est l'heure à laquelle théoriquement nous terminons. Donc on n'est plus dans la théorie, là, on est vraiment dans le concret. Est-ce que avant toutefois de nous quitter, il y aurait une dernière question, une dernière réaction aux propos que nous a fait part Lucie autour de ce rapport de stage, qu'on le retrouvera sur le site d'Alter. Je sais pas si tu en es d'accord, Lucie. De toute façon en ressources, et comme on retrouvera également, et comme toujours, encore une fois, le replay de ce qu'a Capter. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre intervention, une autre question, ou est-ce qu'on clôt ce café et on retourne vaquer à nos occupations? Eh ben écoutez, je vous propose de nous arrêter là, du coup, s'il n'y a pas donc d'autres questions. Je vous remercie d'avoir été présent donc à ce dernier café de l'année. On se retrouvera, comme je le disais donc, dans le courant du premier trimestre 2026 pour le prochain Café Capter, bien entendu. Je vous rappelle aussi la petite info que je vous donnais en tout début de café pour celles et ceux qui n'étaient peut-être pas encore arrivés, mais nous avons été contraints d'annuler la journée régionale Capter qui devait se dérouler le 11 décembre prochain pour des raisons, comme je le disais également en toute transparence, liées à un faible nombre d'inscrits. Donc elle sera reportée en 2026. On vous donne rendez-vous très prochainement pour vous donner les dates et le lieu où elle sera organisée. Il n'y a pas de liaison. Et puis, écoutez, moi, j'en profite pour remercier beaucoup Lucie Liège de son intervention et de cette présentation. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous à toutes et tous en 2026 avec le réseau Capter. Merci beaucoup. Merci, Lucie. Merci, au revoir. À bientôt.